Jed, il a 7 ans et demi. Il a une énurésie secondaire, c'est-à-dire qu'il était propre. Ensuite, il a commencé à faire pipi au lit. 0 antécédent. Il consulte pour énurésie. Alors, quand on reprend l'interrogatoire, en fait, il a un facteur psychogène. En fait, c'est quoi? Jed, il vient d'avoir une petite sœur. Il a changé d'école. Et c'est pour ça qu'il a cette énurésie. Le cas numéro 2, Jeannette, elle est âgée de 6 ans. Elle a des antécédents de cystite répétés depuis l'âge de 3 ans. Et elle consulte pour énurésie primaire, c'est-à-dire elle a toujours fait pipi au lit. Alors, dans ce cas, comme je vous ai pas laissé réfléchir, je vous donne la réponse. Et non, c'est les examens bio. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Alors, on reprend l'interrogatoire, cette fillette, comme elle a ses cystites répétées, faut réfléchir et rechercher les troubles mictionnels auparavant. En fait, elle avait un tableau d'instabilité vésicale qui était à l'origine de cette énurésie. Le cas clinique numéro 3, c'est un garçon de 5 ans et 4 mois qui n'a pas d'antécédents et qui consulte pour l'énurésie primaire, c'est-à-dire depuis toujours, n'a jamais été propre. Et ça, qu'il faut rechercher dans les antécédents. Les cas de parents, alors il avait son père qui est énurétique, son oncle maternel qui est énurétique, et il a 5 ans et quelque chose, c'est limite pour le traitement d'énurésie. Il mérite une surveillance, mais s'il insiste, on peut le traiter. Alors, physiologie de la miction, je passe. Vous n'aurez pas le plaisir de voir ces beaux schémas. Non, je vous les passerai pas. Et je passerai pas l'acquisition de la propreté et je parlerai uniquement de cette diapo, l'énurésie nocturne monosymptomatique, c'est le motif de consultation le plus fréquent que vous allez avoir. C'est un état transitoire, c'est-à-dire que l'enfant peut guérir de ça. Et si on fait une anamnèse bien conduite et une démarche clinique rigoureuse, on arrive à faire le diagnostic. C'est un diagnostic clinique à l'anamnèse. Même pas besoin d'examen complémentaire ni d'examen clinique poussé. Alors, l'épidémiologie, c'est une pathologie assez fréquente. J'insisterai sur cette diapo. Les facteurs génétiques. Alors, je reprends mon souffle. Caractère familial, il a été démontré. Il y a des familles d'énurétiques. Les marqueurs génétiques ont été identifiés. Et là, je vous parlerai alors de cette diapo multifactorielle où il y a la capacité vésicale réduite, le pointeur. Là, c'est un facteur, c'est la petite fille dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle avait une instabilité vésicale qui est à l'origine de l'énurésie. La polyurie nocturne qui est à l'origine des énurésies primaires, les facteurs psychologiques, les enfants qui ont des capacités d'éveil diminuées, c'est les enfants qui ont l'énurésie primaire, et enfin le côté hérédité. Alors, je vais vous parler de cette belle étude qui a été faite. C'est une étude qui a été faite en 2022. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils voulaient identifier les lotis génétiques associés à une énurésie nocturne. C'est-à-dire, c'est l'énurésie, qu'est-ce qui fait que certains pissent dans leur lit et d'autres non. Et ils voulaient insister sur la composante héréditaire du trouble. Il y avait 12 000 enfants qui étaient âgés de 5 à 15 ans, fait partie de cette étude, diverses populations européennes. Et c'est une étude d'association génomique qui a été menée pour identifier les lotis génétiques associés à un risque important d'énurésie nocturne. Et ils ont comparé ces génomes d'enfants qui étaient atteints d'énurésie avec des génomes d'enfants sans énurésie. Résultat. Alors, ils ont identifié plusieurs lotis significatifs sur le chromosome 13 et 12, et ce sont les chromosomes qui sont liés à la réabsorption d'eau dans le glomérule, dans le tubule, et ils étaient associés à un risque de 20% pour le chromosome 13 et de 15% pour le chromosome 12. Conséquence, ces lotis identifiés, ils sont liés à des gènes, en fait, impliqués dans le développement de la vessie et la régulation hormonale, ce qui pourrait ainsi expliquer les caractéristiques physiologiques de l'énurésie et nous expliquer une grande partie de la diapo que je viens de lancer. Alors, conclusion, cette étude, elle renforce l'hypothèse d'une forte composante génétique dans l'énurésie nocturne et ouvre la voie vers la recherche sur des mécanismes biologiques sous-jacents. C'est-à-dire peut-être dans 3 ou 4 ans,
On parlera plus des traitements dont je vais parler. On parlera d'autres traitements quand on aura identifié le gène, sa responsabilité sur l'énurésie. C'est pour ça que dans une anamnèse d'un enfant énurétique, il faut savoir est-ce qu'il a des parents, des cousins, des oncles, des tantes énurétiques. Nous sommes dans le côté génétique. La démarche clinique, vous la faites bien, vous faites bien un interrogatoire, l'accident humide. Il faut distinguer. J'ai encore 13 minutes, super. Donc ici, on va analyser l'accident humide. L'accident humide, c'est quoi? C'est le nombre de nuits humides par semaine. Et comment ça s'améliore? Est-ce que quand il part chez la grand-mère, il fait pas pipi? Et quand il est à la maison, il fait pipi? Et l'abondance des urines, comment? Quand il a fait pipi, il s'est changé. Ça, c'est une énurésie polyurique importante. Et qu'est-ce qu'on fait? La réaction suscitée par cette énurésie chez les parents. Et enfin, la personnalité de l'enfant. Et ça demande un peu de temps à l'interrogatoire, comment il est au niveau réaction et à l'école. Au niveau de l'examen clinique, il faut juste faire un bon examen clinique, vérifier surtout son rachis, vérifier ses organes génitaux et rassurer les parents et l'enfant que tout ça, c'est simple. Alors, comment on va prendre en charge un enfant énurétique? Première règle pour un enfant énurétique, c'est rechercher et identifier un problème mictionnel lié à des troubles diurnes dans la journée. Un enfant qui fait pipi que le soir, quand il dort, c'est une énurésie nocturne monosymptomatique. Un enfant qui fait pipi le soir, mais dans la journée, il est tout le temps en train de serrer ses cuisses, de courir pour faire pipi. Il a une impériosité mictionnelle. Souvent, il est polachéurique, il va souvent aux toilettes et de temps en temps a des accidents humides et parfois même de l'oncoprésie. C'est un enfant qui mérite votre attention et qui ne mérite pas le traitement de l'énurésie nocturne monosymptomatique, il mérite autre chose. Mesure générale, c'est expliquer à l'enfant que c'est pas méchant, qu'il faut essayer de réduire les boissons, ce n'est pas les exclure, et que pour faire pipi, il doit faire pipi assez souvent et lui donner un programme mictionnel. La prise en charge. Là, on a plusieurs thérapies. La première thérapie, c'est la thérapie comportementale. Je me rappelle quand je vois les gens en train de distribuer le repas, Mohamed Ratib Naboulsi, quand il fait شي درس يقول لك لا يلتقي الدرس مع الدرس. يعني les repas en train de passer, ders ou dars, alors je sais pas comment on va le traduire en français. Alors les thérapies comportementales. C'est les alarmes sonores du réveil. Ces alarmes sonores, certains on a déjà vu, on les a utilisées. On les propose à partir de l'âge de 7 et 8 ans, pas avant. Ils commencent à agir après 1 ou 2 mois d'utilisation et il faut les maintenir pendant au moins 2 à 4 mois, moi je dirais jusqu'à 6 mois. Et ils ont un très grand taux de succès, de 70 à 95% de succès. Et les rechutes sont souvent faibles, de moins de 30% à l'arrêt des alarmes sonores. Le deuxième type de thérapie comportementale, c'est le renforcement positif. Au Maroc, on a le renforcement négatif. Quand l'enfant fait pipi, on le ridiculise, on l'humilie. Il y a tout un côté négatif qui fait l'enfant s'enfonce dans son trouble au lieu d'émerger de son trouble. Alors, le renforcement positif, c'est quoi? C'est utiliser des récompenses pour encourager l'enfant qui a fait des nuits sèches. C'est-à-dire ne plus insister sur ces nuits mouillées, mais sur ces nuits sèches. Et la mise en place de routines régulières, urinaires. Est-ce que tu as fait pipi avant d'aller te coucher? Très bien. Alors, maintenant, tu te dis que ce soir, ça va être sec. D'accord? Inch'Allah, d'accord? Il faut arrêter de lier Rojoula le fait de faire pipi au lit. C'est pas parce que il doit être un homme qui ne fait pas pipi au lit. Son père, il faisait pipi au lit. Et ça, c'est très important quand on trouve que le père était énurétique. Ça retentit positivement sur l'état psychologique de l'enfant. Alors, type d'alarme, je passe, deuxième type. Le deuxième volet de la prise en charge, c'est les traitements pharmacologiques.
vous le connaissez tous, c'est l'utilisation de l'hormone antidiurétique. Et ça, j'avais une diapo qui parlait comment agit l'hormone antidiurétique dans l'énurésie, mais je l'ai sauté. Alors, le traitement pharmacologique doit tenir compte du fait que certains enfants, le fait de venir consulter, ils guérissent. C'est 20-40%. Et donc, parfois, on peut donner que les conseils, ça marche. Et ces traitements pharmacologiques ne doivent absolument pas être démarrés dès la première consultation. Il faut le démarrer au moins 2 semaines à 3 semaines, voire 1 mois après qu'on ait vu l'enfant. Il faisait pipi tous les soirs, ensuite il le fait pipi un soir, il est sec 1 soir par semaine, c'est bien. Il faisait pipi 2 fois la nuit, maintenant il fait qu'1 fois. On essaie, on le renforce, tout ce qui était positif, on le renforce et on attend un peu. Alors, plusieurs médicaments ont été utilisés, vous les connaissez tous, mais aucun n'a fait sa preuve. Et la seule qui a fait sa preuve, c'est l'hormone antidiurétique, c'est le Minirin. Puisqu'on a un seul, donc je vais parler de ce produit. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'elle fait la vasopressine? Ben, elle diminue la quantité d'urine produite. Tout bête. Alors, les enfants, quand vous les avez interrogés, quand ils se lèvent, ils mouillent, ou sa mère, et il remouille son lit, c'est l'excellente indication de ce produit. C'est une forme polyurique, ça va marcher très bien chez cet enfant. Et c'est des produits. Alors, quand les parents, je leur donne ce médicament, c'est une hormone. Les hormones, c'est dangereux. Je lui dis, c'est une hormone, mais sa dose était indépendante du poids et de l'âge. J'ai un enfant de 40 kilos, il va prendre 2 comprimés. J'ai un enfant de 30 kilos, il va prendre la même dose. Il a 8 ans, il va prendre la même dose. Il a 12 ans, il va prendre la même dose. C'est une dose qui n'est pas dépendante ni du poids ni de l'âge. D'accord? Alors, c'est quoi comme produit? Alors, les schémas actuellement proposés, alors vous savez que vous avez 2 types de mini-reins actuellement, et on aura un qui va rester. Et d'ailleurs, il est en cours, il y avait le melt qu'on met sous la langue. Il y avait le 60 microgrammes, d'abord le 120 microgrammes. Et le seul 120 microgrammes est là. Le seul qui va rester sur le marché. Alors, la durée totale du traitement, c'est au moins 3 mois. Si ça marche pas, il faut l'arrêter. Et ce traitement, il a un inconvénient, c'est à l'arrêt du traitement, il fait des rechutes. Si on arrête tôt le traitement, ça fait des rechutes rapides et fréquentes. Alors, moi, dans ma pratique quotidienne, j'avais une impression que certains traitements marchent plus que d'autres. J'ai voulu chercher dans la littérature, est-ce que je trouve quelque chose qui va conforter ce que je vais vous dire? Et j'ai trouvé une belle étude. Elle est faite en 2023. Et cette étude, c'est une étude longitudinale qui a évalué l'efficacité des différents traitements en les combinant ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris 250 enfants âgés de 6 à 12 ans qui ont une énurésie nocturne primaire. On ne parle pas des énurésies nocturnes secondaires. Et ils ont réparti les enfants en 3 groupes. L'alarme sonore seule, le mini-rein seul ou les 2. Ils ont étudié ça sur 12 semaines avec un suivi de 6 mois après l'intervention. Résultat, l'efficacité, elle est importante chez le groupe combinant les 2, elle est 75%, alors que quand on utilise le mini-rein seul ou l'alarme seule, c'est 50%. La récidive après 6 mois, elle est plus faible à 20% dans les groupes combinant les 2 traitements par rapport aux groupes qui prennent que le mini-rein ou que l'alarme sonore. Moi, c'est toujours l'impression que j'ai eue dans ma pratique quotidienne. J'ai toujours dit aux parents, si vous pouvez ramener l'alarme, on dit, un mini-rein, ça va mieux marcher. Et l'enfant, la récidive après l'arrêt du traitement va être faible. Cette étude renforce l'impression clinique que j'avais. Et dans la recommandation que je vais vous sortir à la conclusion, c'est d'essayer d'associer ces 2 traitements. Ça marche très bien et ça réduit les récidives. Une autre étude. Alors là, cette méta-analyse, elle est magnifique. C'est une méta-analyse de 2021 dans le l'European Journal of Urology. L'objectif de cette étude, c'est voir toutes les publications qui ont été faites concernant les énurésies et le traitement.
Alors, dans cette étude, il y a du bruit dans la salle. Ah, merci. 45 études cliniques. Alors, 45, c'est quand même pas n'importe quelle étude. Et c'est des études cliniques randomisées. Ça veut dire que les conclusions de ces études, ce sont des conclusions solides. On peut en tenir compte. Elles portent sur les interventions comportementales. Je viens de vous dire que les thérapies comportementales, soit l'alarme sonore, soit les renforcements positifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 10 000 enfants. Quand même, c'est un gros lot, 10 000 enfants, âgés de 5 ans à 16 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont évalué ceux qui ont l'alarme urinaire, le renforcement positif et les interventions psychologiques. Résultat, l'alarme urinaire, elle est efficace dans 65%, avec une réduction significative des épisodes des énurésies, comme l'étude d'avant, l'étude, celle que je viens de vous exposer d'Ackstrom. Le renforcement positif, il améliore énormément les résultats, surtout s'il est combiné avec les alarmes urinaires. L'intervention psychologique, vous vous rappelez le cas du petit qui avait sa sœur, naissance de sa sœur, déménagement, etc. Il contribue à une réduction des épisodes dans 30% des cas uniquement. Conclusion de cette méta-analyse, qui doit être notre guideline. Les interventions comportementales, surtout les alarmes et le renforcement positif, sont efficaces pour traiter l'énurésie. Pour ceux qui ont peur des médicaments, ça c'est un bon protocole, c'est un bon programme. Et les interventions psychologiques sont également bénéfiques à condition de choisir les enfants qui en ont besoin. Vous me direz, tous les enfants ont besoin d'interventions psychologiques, mais ceux qui ont des problèmes psychologiques, problèmes d'anxiété importantes. Alors, je reviens au cas clinique numéro 1, qui avait l'énurésie secondaire et pour lequel on avait recherché le facteur psychogène. Jade a une petite sœur, il avait changé d'école. Donc, le renforcement positif va être très efficace. On peut l'associer au traitement médicamenteux et on peut aussi l'associer à une prise en charge psychologique. Ça va être très bénéfique pour cet enfant. Le cas clinique numéro 2, c'est Jeannette qui avait 6 ans, qui avait des cystites répétées. Ça, il faut absolument traiter son instabilité. Ensuite, voir est-ce qu'elle garde de l'énurésie. Si elle garde de l'énurésie, réévaluer cette énurésie. Est-ce qu'elle est polyurique ou non? Et à ce moment-là, la traiter en second. Jamais on traite un enfant qui vient pour une énurésie alors qu'il a une instabilité vésicale. Ça sert à rien. Et ça sera un échec du traitement. Alors que si vous traitez son instabilité, vous expliquez aux parents que l'énurésie, ماشي المشكلة ديالو دابا غنداوي المشكلة د النبولة ديالو منين نحلوا المشكلة د النبولة ديالو بنهار تيبول مزيان alors وبقات l'énurésie تيبول فراش وديك الساعة نحلوا هذا المشكل. Le cas clinique numéro 3, celui qui avait 5 ans et 4 mois, c'est l'âge limite. À partir de 5 ans, on traite les enfants énurétiques. Mais cet enfant, il mérite une surveillance. Pourquoi? Parce que son père est énurétique et son oncle maternel est énurétique. Il faut voir quel âge. Le père et l'oncle n'étaient plus énurétiques. Ils restent énurétiques à l'âge de 13-14 ans, il faut le traiter dès maintenant. Et il faut choisir pour lui l'alarme et le traitement médicamenteux. Si les parents, à 8 ans, ils étaient plus énurétiques, il faut faire le renforcement positif et ça va donner de bons résultats. Alors, ce schéma, pour moi, c'est un schéma qui résume tout ce que je viens de dire. Si nous sommes devant une énurésie nocturne monosymptomatique, c'est-à-dire 0 trouble dans la journée. C'est un enfant qui fait que pipi au lit. Quand il dort, il fait pipi au lit. Là, il faut démarrer un calendrier mictionnel. Il faut faire un conditionnement, les conseils. Tu vas faire pipi avant de dormir. Alors, un élément important. Quand j'entendais les gens dire, il faut lui donner des conseils hygiéno-diététiques. Je me disais, hygiéno-diététique, je suis à l'énurésie. En fait, j'ai assisté à le séminaire qui était très intéressant sur l'énurésie et la relation avec la vasopressine. Alors, sachez qu'un enfant, quand il prend un repas le soir très sucré ou trop salé, il va faire pipi au lit le soir. Donc, trop sucré, trop salé, dites-lui, tu prends pas les jus le soir, tu prends dans la journée. La pizza, tu la prends pas avec du thon, tu la prends avec la viande hachée. Et là, quand on donne le minérin, par exemple, quand on a choisi le minérin, soit il y a un succès total et on donne le traitement pendant 3 mois, je finis, hein. Et quand il y a un succès partiel, on multiplie la dose par 2, c'est-à-dire on commence par 120 microgrammes.
Si ça marche pas, on passe à 240 et sinon, on remplace par l'alarme sonore. En conclusion, l'énurésie de l'enfant, c'est un symptôme assez fréquent. L'énurésie monosymptomatique, c'est l'apanage du garçon, alors que la fille, c'est l'énurésie qui rentre dans le cadre de troubles mictionnels fonctionnels. Leur diagnostic positif est facile, mais leur prise en charge peut être difficile. Et elle doit être dans un cadre multidisciplinaire. Parfois, on a besoin du psychologue, du pédiatre et du néphropédiatre. J'espère que j'ai été claire.